Je jouais sur circuit français, mais en mai, en juin, il y a Roland Garros. Du coup, je faisais sparring partner des meilleurs joueurs du monde. Federer, Djokovic, Murray, etc. Je ne crois plus en moi. Je ne crois plus en mon rêve d'être dans le top 100 mondial. Puis en fait, quand j'ai repris la première année, j'ai gagné 0 tournoi. Ça va me coûter 300 000 € si je prends un coach, un ostéo. Et il y a pas mal de joueurs de tennis qui se sont dit mais pour qui il se prend? Une saison de tennis, ça coûte pas 300 000 €. Tu disais que tu parlais de stress et tu as été paralysé, complet, hyper stressé. Moi, dans mon activité, j'ai énormément de personnes qui ont peur de faire un crédit, qui ont peur d'acheter un bien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo durant laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Jules. Donc bonjour Jules, merci de nous recevoir ici. Dans cette vidéo, je voulais faire quelque chose un petit peu différent des vidéos que je fais actuellement. Je fais beaucoup de vidéos sur l'immobilier, uniquement sur l'immobilier. Et là, le but, c'est de faire quelque chose un petit peu différent où justement, on va inviter des personnalités en faisant un parallèle toujours avec l'entrepreneuriat, avec le côté que tout soit possible, qu'on peut réussir dans un domaine ou dans un autre. Et je trouve que le côté sportif est hyper intéressant parce que on a des similitudes avec l'entrepreneuriat. Je pense de mon point de vue qu'un sportif, c'est beaucoup plus dur de réussir en sport que dans l'entrepreneuriat parce que vous avez beaucoup plus de concurrence. Encore une fois, c'est mon point de vue. Mais en même temps, c'est super intéressant. Donc écoute, merci Jules pour l'interview. Alors si tu peux te présenter un petit peu. Donc voilà, je te laisse parler. En plus, t'es bon là-dedans. Je m'appelle Jules, j'ai 32 ans. Je suis né à Caen. J'ai vécu à Paris 6 ans, à partir de 25 ans. Et maintenant, je suis à Cannes depuis 1 an. Donc, je suis joueur de tennis professionnel. J'ai commencé à 8 ans. J'ai fait le circuit pro, donc le circuit ATP, de 2010 à 2015. Je suis monté 228e joueur mondial au max, 29e joueur français. J'ai fait les qualifs de Roland 2 fois. Et en 2015, j'ai arrêté. Peut-être qu'on reverra après pourquoi, etc. 2015 à 2022, j'ai fait le circuit français, donc je suis resté qu'en France pour essayer de gagner ma vie. Et puis en 2022, j'ai repris le circuit ATP. J'ai lancé une chaîne YouTube qu'on verra sûrement après. Et puis voilà, donc là je suis en plein dedans. Ok, super, parfait. Si on peut aller un petit peu à tes débuts, donc tu me dis que tu as 8 ans et tu te lances dans le tennis. Déjà, pourquoi tu te lances dans le tennis? Est-ce que tes parents faisaient du tennis? Est-ce que ça vient d'un ami? Est-ce que tu peux expliquer tes débuts? Et surtout derrière, est-ce que dès que tu as commencé, alors pas forcément à 8 ans, mais tu as eu l'envie d'être pro, quand est-ce que cette envie est venue? Et surtout, est-ce que ça t'est venu, tiens, je vais me lancer dedans, je vais vraiment être pro, ou petit à petit, je suis pas trop mal et je vais avancer là-dedans? Alors moi j'ai commencé parce que mon meilleur ami en primaire en faisait, mes parents n'en faisaient pas du tout. Et donc c'est pour ça, je voulais faire un peu comme lui. Donc je commençais à 8 ans. Vers 9, 10, 11 ans, non, je ne savais pas du tout que je voulais être pro. En fait, c'est au fur et à mesure, j'étais dans les meilleurs du département, de la région. En France, dans mon âge, j'étais dans les entre 15 et 30 meilleurs de mon âge, donc rien de fou quand même au niveau national, bien mais rien de fou, pas exceptionnel. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai continué, je prenais, pour ceux qui connaissent un peu le tennis, 2 classements par an, donc ce qui est quand même régulier et pas si mal. Et puis, sorti du bac, j'ai fait mon bac S, donc en fait j'ai fait aussi internat, sport-études, collège et lycée, pas au même endroit. Sorti du bac, j'étais moins 15 pour ceux qui connaissent le tennis, donc c'est quand même pas si mal et ça me situait dans les 3, 4, 5 meilleurs français de mon âge. Donc vraiment bien, pour le coup vraiment bien. Et c'est en fait à partir de 18 ans, je suis rentré chez moi à Caen, je me suis monté une petite structure. Mon père avait une salle de sport, mon père est très sportif, plus que moi même maintenant. C'est un malade, il fait 6 heures par jour de vélo, etc. Et donc du coup il avait une salle de sport, j'avais un club de tennis à côté de la salle de sport et j'ai commencé à faire STAPS. Voilà, puisque sur le circuit ATP on a beaucoup de temps. Libre, on joue, on récupère, on s'entraîne, mais après il y a du temps. Donc voilà, commencer un peu une licence TAPS. Et puis à 19 ans, donc 1 an après le bac, à 19 ans, j'ai commencé le circuit ATP. J'étais moins 30, un classement de tennis. Et voilà, j'ai commencé le circuit ATP, j'avais un coach depuis le lycée qui me suivait. Et puis voilà. En termes de régularité, on va dire que en entraînement de tennis pur, combien d'heures tu faisais par semaine? Alors à quel âge? Tout petit. On va dire petit et puis petit à petit, comment ça a évolué en termes de nombre d'heures? Bon alors évidemment quand j'ai commencé c'était quoi? C'était un entraînement par semaine et puis au fur et à mesure quand j'étais en sport-études au collège, c'était on va dire 2 heures par jour.
de tennis. Okay. Tous les jours? Ouais, non, presque tous les jours. Pas le samedi ni le dimanche. D'accord. On rentrait chez nous, on se reposait. J'avais 2 séances d'1h30 de physique par semaine. Ok. Après au lycée, c'était 2 heures par jour, voire il y a un jour où c'était 4 heures, 2 fois 2 heures, avec beaucoup plus de physique par contre. D'accord. Quand tu dis physique, c'est quoi? Salle de sport, tout ça? Alors non, en collège, pas salle de sport, pas de muscu encore, mais effectivement tout ce qui est gainage, oui. Au lycée, on a commencé, moi j'ai commencé en tout cas à faire un peu exercice de musculation classique. Et puis c'est vraiment après le bac où j'ai commencé à en envoyer pas mal. Niveau physique, tout ce qui est coordination, mobilité, renforcement et puis tennis quoi. Après tennis, ça dépend un peu des périodes. En période d'entraînement, période foncière, là on en voit. Par exemple, là actuellement, si je suis en période foncière, je vais Quand tu dis période foncière, c'est-à-dire tu as un tournoi où j'ai pas trop de tournois justement. D'accord, ok. J'ai pas trop de tournois. C'est là où tu fais le maximum. Ouais, en général, pour un joueur de tennis, c'est mi-novembre jusqu'à fin décembre. C'est notre période foncière où il n'y a pas trop de tournois et on se prépare pour en fait toute la l'année. saison. Voilà. D'accord, ok. Et donc là, par exemple, c'est 4 heures de tennis par jour et 2 heures de physique par jour. Ok, tous les jours? Ouais, tous les jours. À part le dimanche, pour se reposer, pour avoir un jour de repos. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc c'est quand même énorme. Ouais. Par contre, en période de tournoi, c'est beaucoup moins. D'accord, ok. Voilà, 1h30 de tennis par jour, quoi. Ok. En termes de motivation, à un moment, tu as arrêté, tu as repris, on verra cette période. J'imagine que plein de fois, forcément, tu t'es dit, bon, bah, j'arrête, j'en ai marre, etc. Qu'est-ce qui t'a fait continuer? Est-ce que je dirais que c'est une question de motivation parce que tu as voulu, à un moment ou à un autre, être le meilleur ou accéder à être professionnel? Ou est-ce que, dans tous les cas, tu as toujours pris plaisir à jouer chaque heure de tennis? Forcément, il y a des moments qui sont compliqués, mais comment tu peux un peu expliquer cette partie-là? Là, tu parles avant d'avoir arrêté en 2015? Ouais, exactement. Alors non, franchement, moi j'ai toujours eu envie de jouer, quoi. Il y a vraiment tout le temps motivé. Et c'est par contre en 2015 où quand j'ai arrêté, là il y a eu vraiment une baisse de motivation pour quelques éléments. Je peux d'ailleurs les raconter. Mais avant ça, non, franchement, j'étais toujours motivé. Ouais, je gagnais toujours 2-3 classements par an. Tout était nickel, quoi. D'accord. Tu parlais un petit peu on parlait tout à l'heure en off de ton frère. Je crois qu'il a lancé avec toi ou lui d'abord la chaîne YouTube, c'est ça? Alors en fait, c'est pendant le Covid, lui était à Paris, moi j'étais à Caen. Et en fait, c'est lui qui a lancé et créé la chaîne YouTube. D'accord. Voilà, tout seul. Il s'est lancé un petit défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. Ok, d'accord. Ok, super. À la base, cette chaîne YouTube, c'était un jeu où il y avait une réelle, je dirais, stratégie derrière, ou c'était plus pour partager votre quotidien? Non, en fait, donc moi c'était la période où j'avais arrêté le circuit pro. Et en fait, je jouais que le week-end en match, en tournoi pour gagner ma vie. Et en fait, en semaine, j'étais disponible. Du coup, j'avais passé mon diplôme d'entraîneur. Je donnais des cours en club et je donnais aussi des cours en particulier. D'accord. Voilà. Et en fait, mon frère aussi. Et en fait, mon frère s'est dit, les joueurs vont plus pouvoir jouer au tennis avec le Covid. Comment on peut continuer à les aider? Même si c'est pas sur le cours, en leur donnant plein de conseils. Grâce aux vidéos YouTube. D'accord, ok. Donc l'idée c'était de pouvoir éduquer les gens à la pratique du tennis à travers des professionnels. En même temps, ce que je trouve très sympa dans tes vidéos, puisque j'ai regardé pas mal de vidéos, et ce que je trouve très bien, d'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs qui le font aujourd'hui, c'est que nous, on voit, je dirais nous, le public, on voit les sportifs surtout dans des vidéos qui sont très bien préparées, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le quotidien. Et tu as plein de vidéos comme ça où tu es dans ton lit de ta chambre d'hôtel, tu te réveilles, des fois tu es motivé, des fois tu n'es pas motivé, tu as mal à la jambe, etc. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est l'intérieur, et c'est là où on comprend ton humanité, et ça c'est super cool justement que tu le partages. Donc par rapport à ça, à la base, toi l'idée c'était voilà, on va faire des vidéos et on va en même temps former les gens à pratiquer le tennis. C'est ça. En fait, donc vraiment, mon frère s'était dit on va donner des conseils aux gens grâce à notre expérience, à ce qu'on a vécu et à ce qu'on sait. Moi, j'avais du coup, vu que j'ai arrêté en 2015 jusqu'à 2022, je jouais sur circuit français, mais en mai et en juin, il y a Roland-Garros. Du coup, je faisais sparring partner des meilleurs joueurs du monde. Federer, Djokovic, Murray, etc. Tu as joué avec ces… J'ai joué avec eux, j'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai vu plein de trucs, j'ai appris aussi. Et donc, du coup, dans ces vidéos, on leur donne des conseils grâce à nos expériences et ce qu'on a vécu, quoi. Et en fait, donc c'est Arthur qui a commencé. Au fur et à mesure, après le Covid, vu qu'on pouvait un peu bouger, je suis intervenu dans les vidéos. Et effectivement, on s'est rendu compte avec le temps, vu que moi, dans le tennis en France, vu que j'ai joué dans tous les tournois de France, j'étais assez connu. Et donc, on s'est remarqué qu'il y avait
les gens regardaient plus les vidéos quand j'y étais. D'accord, ok. Et après, on s'est dit comment on peut avoir du contenu facile et régulièrement. D'accord. Moi, je jouais tous les week-ends en match, le plus gros tournoi de France. Donc, on s'est dit, c'est simple, en fait, il faut juste documenter ma vie sur le circuit français. Ok. Donc, simplement montrer ce que tu fais au quotidien. Montrer ce que je fais. Donc, au début, j'étais avec l'iPhone, j'avais le micro cravate, je me filmais, je disais que j'allais jouer. Et en fait, au début, je filmais pas les matchs. Donc en fait, une seconde après, ils avaient les résultats des matchs. Bon, victoire, défaite, etc. Au fur et à mesure, on a acheté une GoPro. Sauf que la GoPro, fallait que je l'installe. C'était moi qui faisais tout. Je l'installe sur, fallait chauffer un truc, un grillage, un truc. On s'est rendu compte qu'en fait, elle avait qu'1 heure d'autonomie. Sauf que le match, c'était pas 1 heure. Donc du coup, au bout d'1 heure, plus de batterie. Donc ils avaient plus la fin du match. Donc on a acheté une deuxième GoPro. Sauf qu'en fait, quand la première a plus de batterie, en fait, pendant le match, moi, il a fallu que je gère les GoPro. Il y avait un arbitre, c'était officiel quoi. Donc, attendez, voilà, c'est ça. Sauf que des fois j'avais des galères entre l'iPhone et vu que c'est un peu en Bluetooth, j'avais des galères. Enfin bref. Donc c'était voilà. Bon après on a réussi à gérer. Au début c'est moi qui ai monté les vidéos, sauf que je n'y connais zéro. Donc après on a commencé à payer un monteur, délégué exactement. Et puis voilà. Et puis après on a tenu comme ça pendant peut-être je sais pas 1 an, 1 an et demi. Et puis après, décembre 2021, je fais l'Open de Caen, donc chez moi, du coup, au Zénith de Caen, 5000 spectateurs, un truc incroyable. En fait, je suis le moins bon du tournoi. En fait, ils ont pris que 8 joueurs. C'est un tournoi un peu spécial, ils prennent que 8 joueurs, je suis le moins bien classé et je gagne ce tournoi, ce qui est juste un miracle. Et en fait, 2 ans auparavant, j'avais fait finale, ce qui était déjà un miracle. Et je ne m'étais pas redit, je m'étais pas dit, je vais gagner. Je peux refaire quoi, la finale, je peux refaire la finale. Et je bats un mec qui a été 90 mondial, je bats Lucas Pouille qui a été 10e mondial, je bats David Goffin qui a été 7e mondial, et je bats Hugo Humbert qui est actuellement 21e mondial. Donc truc de fou. Et on était à 20 000 abonnés, on passe à 25 000 en 4 jours. Et on se dit, bon bah là, c'est cool de montrer le circuit français, mais au bout d'un moment, je joue toujours les mêmes joueurs. Faut montrer le circuit ATP et comme objectif d'essayer de repartir à zéro et de refaire les grands chelems en fait. Voilà. Je rebondis ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de Djokovic, tu as été sparring partner de ces gens-là. Qu'est-ce qui fait la différence entre aujourd'hui un joueur comme ça et toi? Est-ce que tu penses qu'il y a une part de talent? Ou est-ce que tu penses que toi, quand tu disais que tu tapais 6 heures de tennis par jour, ils en tapaient peut-être 9 ou 10 et que c'est des machines sur ce point-là? Bon alors après, c'est sûr que je t'ai dit Djoko, Roger, Murray, c'est des extraterrestres. C'est Usain Bolt ou c'est Messi de mon sport. Tu penses qu'il y a une Donc c'est incomparable. Eux, ils ont tout. Ils ont vraiment tout. Incomparable. Donc ouais, certainement qu'ils ont encore beaucoup plus travaillé que moi, plus de talent, plus de facilité. Enfin, eux, ils ont tout. C'est un peu un autre niveau encore. C'est un autre monde. C'est monstrueux. D'accord. Et du coup, est-ce que maintenant à ton âge, bon, tu es encore jeune, 32 ans, est-ce que si tu, je sais pas si tu as la motivation, mais est-ce que si par exemple, parce que je crois que ces joueurs, ils ont fini assez tard, non? À 38, 40 Djokovic ans. est encore dedans, il a 38 ans. Ok, d'accord. Et il vient de gagner encore Bercy là. D'accord, ok. Donc du coup, c'est encore il est numéro mondial là, c'est une machine de guerre. D'accord, ok. Federer a arrêté, il est de 81 lui. Ok. Il a 42. Rafa, lui, il a arrêté depuis 8 mois là, mais il compte faire une dernière année en 2024. D'accord, ok. Donc ouais, tu vois, 37, 38, 39 ans, c'est un petit peu la fin ça commence à être la fin. Et toi, 32, même là, si tu t'y mets à fond 10 heures par jour, tu n'arriverais pas, tu penses à être à leur niveau? Non, impossible. C'était mon rêve à la base, mais non. Trop compliqué. Mais déjà, atteindre les qualifs des grands chelems, ça je kifferais. J'ai déjà fait Roland Garros 2 fois. Je suis allé en Australie faire Melbourne, mais je ne suis pas rentré dans le tableau. Donc je suis allé pour rien à Melbourne. Et pareil à New York à l'US Open. Donc là, le but, c'est vraiment de faire les 4 grands chelems. Ça serait vraiment un de mes rêves. Et après, si je l'ai fait, pourquoi pas intégrer le top 100 mondial si je joue bien. Intégrer le top 100, c'est l'objectif de tout joueur de tennis dans le monde. C'est vraiment un palier incroyable. C'est un palier, d'accord. Alors, tu parlais d'un moment que tu avais arrêté en 2015, mais pas vraiment, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer déjà tes décisions? J'imagine peut-être une partie aussi financière, parce que quand on n'atteint pas un certain niveau, je crois que c'est galère pour vivre du tennis. Si tu peux nous expliquer exactement toutes Alors en fait, 2010-2015, je fais le circuit ATP. Donc je suis non classé, je monte 228e mondial. Faut savoir que dans le tennis, c'est à la charge du joueur de tout payer.
Donc, quand tu vas en Turquie, il faut payer l'avion aller-retour, l'hôtel. Et en fait, si tu joues bien, si tu vas en finale, c'est 5 matchs, donc tu restes 7 jours sur place, mais 7 nuits hôtel. Si tu es avec ton coach, pareil, il faut lui payer 7 nuits hôtel, les repas, les cordages que tu casses, les taxis pour faire aéroport club. Ça coûte très très cher. Et en fait, tu n'es même pas arrivé sur place que tu as déjà dépensé 2000 balles. Et au début, tu fais des petits tournois au début, des tournois ATP. Mais si tu gagnes le tournoi, tu prends 2000 balles. Donc en fait, tu as 3500 de dépenses, tu gagnes 2000 balles. Si tu gagnes le tournoi, si tu pars au premier tour, tu prends 150 €. Et ça arrive à tout le monde pour le premier tour. Et tu n'as pas de… À la base comme ça, tu n'as pas de fédération ou quoi d'association française qui va dire bah tiens, on croit en nos sportifs et on va leur mettre un ticket ou… En fait, la Fédé, j'imagine, donne de l'argent, mais vraiment aux espoirs français. Et aux jeunes, aux espoirs français et aux jeunes. Donc à 2, 3, 4 joueurs maximum. Donc moi, je n'ai pas été aidé par la fédération. Moi, j'ai fait un crédit à la banque. Et juste par rapport à ça, tu penses que tu as d'autres pays justement qui vont plus mettre en avant leurs sportifs ou de manière générale, tous les tennisman, c'est pareil? De manière générale, non. De manière générale, Mais par exemple, si j'étais né en Angleterre, j'aurais été ça dépend des périodes, mais j'aurais pu être le 4e ou 5e meilleur du pays. D'accord, donc là, en France, il y a un énorme niveau. Tu as un bon niveau, d'accord. Très dense. Voilà. D'accord. Et donc, j'ai fait un crédit à la banque pour commencer à me lancer. Je faisais quelques tournois en France pour récolter un peu d'argent pour tout de suite réinjecter ça dans les tournois. Mes parents m'ont aidé. Et donc voilà, donc j'ai fait 2010-2015 circuit ATP. Donc ça me coûtait à peu près 50 000 par an. Moi, avec mes gains de tournoi, j'ai réussi à gagner 25 000 par an. Donc ça me coûtait 25 000 par an. Ça pendant 5 ans. Et en fait, après, juste pendant ces 5 ans-là, tu as voyagé un petit peu partout dans le monde aussi. Donc je pense que certes, c'est un coût, mais je pense que c'est un investissement aussi personnel où tu as vu, tu as rencontré des choses qui sont exceptionnelles, que pas tous les jeunes de cet âge-là ont pu… c'est clair. Bien sûr, c'est… je crois que tu as fait des tournois en Sibérie, en Arabie Saoudite, à Bahreïn, tout ça. Exactement. J'ai Japon, Brésil, Guadeloupe, Chicago, etc. Donc tu voyages énormément. Par contre, c'est fatigant, c'est quand même toutes les semaines. Toutes les semaines où tu fais des trucs, c'est usant, fatigant. Et puis en 2015, j'ai mon meilleur classement, 228. Et en fait, je commence la catégorie des tournois au-dessus, plus fort. Donc là, tu peux jouer des mecs qui sont 70 mondial, 80, 90, des mecs qui font 3e tour à Roland-Garros par exemple. Là, tu joues vraiment des très gros joueurs. Et il a fallu un temps d'adaptation. Et en fait, j'ai commencé à perdre premier tour. Mais en fait, maintenant avec le recul, tu te dis c'est un truc vraiment très normal et très basique. Tout le monde passe par cette phase-là. Et moi, en fait, depuis tout petit, je prenais 2 classements par an, je faisais que d'évoluer. Je gagnais beaucoup plus que ce que je perdais. Et là, en fait, je me suis rendu compte que putain, waouh, je suis en train de perdre. Là, j'ai pris un peu peur, panique. Je me suis dit, je crois plus en moi. Je crois plus en mon rêve d'être dans le top 100 mondial. Et si je continue, pour être top 100, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faudra peut-être encore 3-4 ans. Mais 3-4 ans d'argent mis sur la table, de sacrifices, de travail tous les jours. Et je me suis dit, je ne suis pas sûr d'être prêt. Et là, j'ai pris 2 mois de vacances, juillet-août, ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Je suis parti d'ailleurs ici à Cannes Saint-Tropez avec un pote. J'ai adoré. Et puis j'ai voulu reprendre en septembre un tournoi. C'est-à-dire pendant 2 mois, tu n'as pas pris une raquette de tennis? Si, j'ai fait un tournoi à Saint-Raphaël pour prendre un petit peu de thunes pour le dépenser en boîte de nuit ici. Et puis en septembre, en fait, j'ai pas repris le circuit ATP, j'ai arrêté. Et en fait, en France, on a de la chance, c'est le seul pays où on a énormément de tournois en France. Tous les week-ends. Tu as une espèce de France, un Tour France. Mais il y en a énormément. Dont le circuit national des grands tournois, donc les plus gros tournois de France. Que moi, avec mon niveau, évidemment, je pouvais faire. En fait, un tournoi de tennis en France, ça dure 3 semaines. Au début, c'est les débutants et au fur et à mesure, c'est les meilleurs classés. Et moi, j'arrivais toujours à la fin, dernier week-end, en quart de finale tout de suite. Donc, je rentrais dans les prix, je venais que pour 2 jours. On me payait l'hôtel, les repas et je gagnais ou je perdais, mais en général, je gagnais. J'ai gagné 5 fois ce circuit français. Et donc, voilà, je gagnais bien ma vie. Et ça a duré 6 ans. Voilà. Tu parlais dans une de tes vidéos sur tes fun facts, tu parlais je crois que tu avais 18 ou 19 ans,
tu fais un match contre je ne sais plus qui et vraiment tu parlais de stress et tu as été paralysé complet, hyper stressé et bon, tu avais perdu assez rapidement. Comment à l'époque tu gérais le stress et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce que tu as une technique particulière ou est-ce que c'est simplement le fait d'avoir fait et refait des centaines de fois? Ou derrière, bon, tu arrives à un match, aujourd'hui c'est comme si je sais pas, tu te faisais à manger quoi. Non, c'est ça. Deuxième option, c'est plus fait et refait quoi. D'accord, ok. Ouais, alors je crois que ce match-là, alors ce match-là c'est à Bagnoles de l'Orne, c'est mon premier tournoi ATP. C'est un tournoi qu'on appelle un tournoi futur. Et effectivement, là je suis moins bien classé que le gars. C'est un tournoi ATP, donc moi c'est costaud, un truc pro quoi. Et effectivement, j'ai mis qu'un jeu, trop de stress, limite crampe de stress, je crois. Et effectivement, en fait, c'est que à force d'en faire et de refaire, au bout d'un moment, les choses qui t'impressionnaient avant t'impressionnent de moins en moins en fait. D'accord, ok. C'est comme quand après j'ai fait le qualif de Roland-Garros sur le numéro 17, maintenant il n'existe plus, mais avec une tribune incroyable, l'Open de Caen avec 5000 spectateurs. C'est des trucs qui sont pas normales quoi. Ouais, c'est pas anodin. Quand tu arrives, tu as une pression énorme, non? Des jambes qui tremblotent un peu quoi. Si tu n'arrives pas en fait, donc du coup tu sais pas trop comment gérer en fait. C'est au fur et à mesure, à force de stresser, à force de perdre, au bout d'un moment tu s'intéresses moins, tu gagnes un set, un match, et puis voilà quoi. Ok. Donc ça c'est intéressant, je fais un petit parallèle justement par rapport à l'entrepreneuriat, à l'immobilier. C'est vrai que moi dans mon activité, j'ai énormément de personnes qui disent, qui ont peur de faire un crédit, qui ont peur d'acheter un bien. C'est quelque chose que par la suite, forcément on oublie, puisqu'après tu passes chez le notaire comme si tu faisais un match de tennis, tu vois, tu n'as plus de pression, etc. Et c'est vrai que des solutions, on peut en réfléchir à 500, oui, tu fais de la méditation, tu fais etc. Bon, en réalité, pour moi, il n'y a que l'expérience et le fait, tu le fais une fois, tu vas stresser, une deuxième fois, une troisième fois, puis au bout d'un moment, ce sera pour toi anodin et c'est ce qui va te permettre de pouvoir le faire très facilement. Et donc aujourd'hui, tu n'as pas de technique particulière. Est-ce que tu as un coach de tennis, j'imagine, attitré? C'est toujours le même avec toi ou... Non, en fait, au lycée, j'en avais un. Ok. On a fait 9 ans ensemble. D'accord. Donc, c'était le même coach? Ouais, de 2007 à 2006-2015. D'accord. Après, pendant 6 ans, du coup, non, aucun coach. Ok. Et quand j'ai repris le circuit ATP, là, j'étais non classé. Donc, je savais que j'avais un niveau aux alentours de 200. D'accord. Donc, je m'étais dit, je ne vais pas prendre de coach maintenant, ça va me coûter une blinde. Alors, je sais que tout seul, je peux revenir à ce niveau-là. Ce que j'ai réussi, c'est qu'aujourd'hui, je suis 250. Donc, je suis revenu en fait à mon classement quand j'avais arrêté. D'accord, ok. Et du coup, là, je n'ai pas un coach attitré. Je joue à Moratoglou. D'accord, ok. J'ai aussi un autre club complémentaire avec Morgane Bourbon à Montfleury. Voilà, bon, c'est pas un coach, c'est pas des coachs attitrés qui me suivent à plein temps, quoi. Mais c'est des coachs que je vois comme ça. Que tu vois souvent, D'accord, ok. Est-ce que, on parlait tout à l'heure du vraiment top, eux, est-ce qu'ils ont des coachs attitrés Ils ont coach attitré, ils ont physio, ils ont kiné, qui suivent tout le temps. Quoi. Ok. Donc j'imagine qu'ils ont un mec pour la nourriture. Ça, je sais pas. Je pense pas. Pas forcément. J'ai entendu que Federer, oui. D'accord. Il avait son cordeur et son diététicien, son cuisinier. D'accord, ok. Parce que moi, je regardais pas mal pour rien à voir pour les sports de combat et c'est vrai qu'ils ont, ils ont un cuistot attitré, ils ont une personne coach mental, préparateur mental, ils ont après forcément un préparateur physique attitré, ils ont toute une équipe aux alentours. Bon, j'imagine que c'est un coût, mais derrière les résultats. Ce que j'allais dire, en fait, c'est un coût. Un coach, ça te coûte déjà entre 3 000 et 5 000 de salaire par mois, sans compter les déplacements. Les déplacements, tu as raison. D'accord, ok. Donc, toi, ça a un coût déjà de 6-7 par mois. S'il faut après, tu vois, mais un kiné, donc en fait, tu peux te permettre que si vraiment tu es Federer ou quoi. D'accord, ok. Est-ce que tu penses à l'inverse, ce serait pas intéressant de se dire, je me crée vraiment la meilleure équipe qu'il peut y avoir autour de moi. Je fais un emprunt pour payer cette équipe sur 2 ou 3 ans. Et derrière, grâce à ça, je vais y arriver. Est-ce que cette solution-là ne serait pas mieux plutôt que de… J'imagine que c'est un risque à prendre. Ouais, c'est un risque. Alors moi, quand j'ai repris le circuit ATP en 2022 là, avec la chaîne, donc on a embauché un vidéaste pour justement montrer tout ça. On avait budgétisé, on avait fait un budget annuel avec un ostéo dedans et un coach. D'accord, ok. Et après, on a démarché des sponsors pour nous aider à financer le projet. Mais on n'a pas récolté assez d'argent pour que je puisse payer un coach. Il y a un ostéo qui me suit pendant 6 mois. Et voilà. Après, oui, un crédit.
un crédit. C'est compliqué à la banque de justifier cette partie-là, j'imagine. Surtout de nos jours, quoi. C'est pas évident d'avoir un crédit. Moi, c'était à l'époque, c'était avant la crise et le Covid, quoi. Mais non, remarque, j'ai repris après le Covid, ouais. Donc pas évident à la banque, tu vois. D'accord, ok. D'ailleurs, quand tu as fait ton crédit à la banque pour tes déplacements, etc., comment tu as justifié ça? Qu'est-ce que… Prêt étudiant. Prêt étudiant, d'accord, ok. J'étais étudiant. D'accord, ok. Parfait. J'étais étudiant en STAPS, donc voilà. D'accord. J'en ai fait aussi des crédits étudiants, ça va bien. Ta chaîne YouTube, on va en parler. Tu as lancé ta chaîne YouTube. On disait tout à l'heure que c'était justement très intéressant pour nous spectateurs parce que ça nous permettait de vraiment vivre ce que tu vivais au quotidien. Et ça permet de… On a souvent une distance entre un sportif ou une personnalité et une personne lambda. Et là, ça permet de casser cette distance et de te rendre plus accessible. Donc ça, je trouve ça super sympa. Donc tu disais que tu donnais des conseils en même temps sur ta chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle s'est vachement bien développée, même ta manière de faire des vidéos ont complètement changé. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien justement d'avoir cette communauté? En quoi ça t'aide? Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est aussi du travail, c'est un investissement de ta part, un caméraman. Même si c'est très spontané, je pense que les discours, etc., tu as quand même un minimum de mise en scène. Dans tous les cas, ça te prend du temps, c'est du boulot. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui d'avoir cette communauté? Est-ce que ça t'a apporté des sponsors? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça te permet de plus vivre aujourd'hui du tennis que si tu ne l'avais pas? Voilà. Déjà, là, on a dépassé les 100 000 abonnés. D'accord, ok. On a énormément de commentaires sur YouTube, sur Insta. Et du coup, mine de rien, je sens que, tu vois, quand je joue, je sais que je ne suis pas tout seul à jouer, tu vois. C'est que derrière moi, il y a énormément de gens qui suivent et qui regardent le match en live, quoi. D'accord. Donc déjà, ça me motive quand même un petit peu. Effectivement, cette chaîne YouTube, évidemment, elle me sert à financer tout le projet via les sponsors des marques qui eux veulent de la visibilité. D'accord, ok. Donc par exemple, un des premiers sponsors, ça a été Célio. D'accord. En fait, Célio, ils ont 2 joueurs, c'est Benoît Paire et moi. Ok. Donc eux ont été les premiers à m'équiper puis à me donner de l'argent pour financer le projet. D'accord. Après, il y a eu d'autres sponsors, évidemment. Voilà, donc voilà, en fait, la chaîne, concrètement, aujourd'hui, elle m'aide à financer le projet et à pouvoir montrer à tout le monde ma vie sur le circuit et mon évolution, quoi. D'accord, ok. Ok. Quand tu dis de sponsors, par exemple, imaginons si tu n'avais pas eu cette chaîne-là, tu n'aurais peut-être pas eu Célio, par exemple. C'est vraiment le fait que tu sois visible qui a attiré ces marques-là. Complètement, clairement. Complètement. D'accord. Ouais, c'est le seul truc. D'accord. Parce que même si j'avais été 110 mondial, Célio ne m'aurait pas pris, je pense. D'accord, ok. Eux, vraiment, ce qu'ils recherchent, c'est… c'est de la visibilité. Bah ouais. D'accord. Ouais. Tiens, on parlait un petit peu en off des haters. Est-ce que dans le sport, t'en as sur YouTube, sur Insta, si tu peux nous faire des petites… j'ai des haters, ce qui me semble dingue parce que je prends aucun parti pris sur n'importe quoi, je raconte juste ce que je fais dans ma vie, quoi. Et j'ai des haters, des mecs qui pensent connaître le tennis, qui me disent comment il faut jouer, qui me disent que j'arriverai jamais à être… Alors en fait, quand j'ai repris, donc quand j'étais non classé, il y a des mecs qui m'ont dit mais en fait le niveau que tu avais avant, tu le retrouveras jamais, tu seras pas mieux que 500 mondial. Et c'est des gens que tu connais ou pas? Non, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Et ils te mettent ça genre en commentaire en commentaire YouTube ou soit en message privé Instagram, quoi. T'arriveras jamais à faire ce genre de tournoi. Puis en fait, quand j'ai repris la première année, j'ai gagné 0 tournoi. Alors que j'avais le niveau, je jouais déjà 200. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi j'ai pas gagné de tournoi. Sauf qu'en fait, eux, les mecs, ils voient ça sur un an, mais ils ne se rendent pas compte que c'est une adaptation mais incroyable. Je passais, j'étais à Paris tranquille, je jouais que le week-end, tout allait bien. Je change totalement de vie, je reviens à Cannes, je prends les avions toutes les semaines et fatigue, etc. Quoi. Et en fait, les mecs, ils n'ont pas capté que l'entraînement, l'envie, la patience allaient faire que j'ai gagné mon premier tournoi en février, puis en fait, j'en ai gagné 4 cette année, 2 finales. J'ai fait des gros résultats et d'ailleurs, du coup, je suis 250. Donc, et puis, j'ai fait les tournois qu'eux m'ont dit que je ne ferais jamais, quoi. D'accord. Enfin, voilà. Donc, j'ai des haters. J'ai des mecs aussi du tennis qui sont pas des haters, mais ils sont pas très cool. Ils sont pas très cool. J'ai entendu dire plein de mecs dire Jules Marie, il était 228 à l'époque, mais maintenant le niveau a vraiment trop augmenté, il n'arrivera pas à être plus de 400. Bon, sans coach, je suis 250. Donc j'ai des messages, D'accord. C'est pas bien grave.
Non, c'est pas bien grave, mais c'est quand même particulier dans le sport. Encore aujourd'hui, tu as des gens qui viennent te casser sur le dos alors que dans le fond, tu fais rien de mal. Non, je fais rien de mal. Tu fais ta passion. C'est juste ce que je fais, quoi. Exactement. C'est quand même particulier. Est-ce que c'est des choses qui t'affectent un petit peu, mine de rien ou... En fait, au début, je regardais évidemment, quand tu commences une chaîne YouTube, tu regardes tous les commentaires, c'est au taquet. Et donc, tu avais 95% de messages positifs, donc trop bien. Mais en fait, celle que tu retiens, c'est les négatifs. C'est fou. Et ça t'affecte un petit peu. Et c'est pour ça que maintenant, je garde plus aucun commentaire. D'accord, ok. Voilà. D'accord, c'est sûr. Parce que c'est compliqué. Je prends mon parallèle avec l'immobilier. C'est vrai que dans la majorité des gens, mine de rien, ils sont quand même très positifs et ça fait du bien, mine de rien, parce qu'ils te poussent, etc. Mais tu en as toujours 2-3 qui sont là, pour te casser toi, mais surtout pour casser ce que tu fais et dire que c'est pas possible ou que tu racontes des conneries, etc. Et c'est dommage parce que dans le fond, en réalité, c'est pas possible pour ces gens-là, tu vois. C'est eux qui se mettent, qui projettent, je dirais, leur faiblesse et désolé, mais leur médiocrité sur des autres, parce qu'en réalité, c'est eux qui sont comme ça et qui n'arrivent pas à avancer, quoi. Mais c'est surtout ceux qui en plus n'entreprennent rien. Non, c'est ceux qui sont les seuls à donner des leçons de morale. Exactement. C'est quand même malade. Et en fait, quand j'ai repris, quand j'ai budgétisé le tout avec un ostéo, un kiné, etc., j'avais annoncé ça va me coûter 300 000 € l'année. D'accord, ok. Et là, on m'est tombé dessus, mais un truc de malade. J'ai fait une cagnotte participative pour me lancer. Parce qu'en fait, des gens m'ont mis en commentaire, mais fais une cagnotte, on va t'aider et tout. Le mec était au taquet. Je venais de gagner l'Open de Caen contre 3 top 50. C'était un miracle. Les mecs se sont dit, Jules-Marie, il va être top 50, on va l'aider, etc. Bref. Et quand j'ai budgétisé ça, donc en fait, j'ai mis sur cagnotte participative. Ça va me coûter 300 000 € si je prends un coach, un ostéo, un créativiste. Et il y a pas mal de joueurs de tennis qui se sont dit mais pour qui il se prend, mais une saison de tennis ça coûte pas 300 000 €. Mais en fait les mecs ils n'arrivaient pas à percevoir et à comprendre que il me fallait un vidéaste, peut-être un deuxième, un monteur, un copywriter parce qu'on fait au titre de newsletter par mois, une fille qui va s'occuper des miniatures. Enfin ça coûte de l'argent tout ça en fait. Et en fait eux en fait sont tellement dans leur tennis et en fait ils comprennent pas. C'est un escroc. Mais j'ai entendu Jules-Marie arnaqueur, escroc quoi. Mais en fait, ils sont tellement pas dedans qu'ils peuvent pas comprendre. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, ça coûte cher quoi. Clairement. Truc de malade. Clairement. Ok. Tu parlais de ton équipe. Aujourd'hui, tu as ton tennis, tu as aussi le fait que tu médiatises tout ça. Tu travailles à peu près avec combien de personnes au quotidien? Donc du coup, il y a Baptiste, SLB, donc vidéaste à plein temps. Il y a à peu près 10 heures de montage pour une vidéo et on sort une tous les 3 jours. Donc autant dire que lui, il dort plus quoi. Il bosse à bloc. Ça, il bosse énormément. Du coup, je paye un autre vidéaste qui s'occupe des 2 dernières heures de montage pour déléguer un petit peu. J'ai un monteur qui s'occupe lui de gérer tout ce qui est réel Instagram et TikTok et YouTube Shorts. J'ai une personne qui s'occupe des miniatures YouTube. J'ai une personne qui fait 2 newsletters par mois. Donc j'envoie un vocal et lui après il retranscrit. J'ai une personne qui m'aide à répondre aux commentaires YouTube, Instagram et peut-être une autre personne que j'oublie, mais je crois que c'est tout. Donc tu as un vrai écosystème marketing aujourd'hui pour pouvoir te mettre en avant et mettre en avant ce que tu fais. C'est ça. En fait, si je veux faire le truc bien, il fallait que je m'entoure de personnes compétentes. Moi, je ne suis pas compétent dans faire une miniature, ton boulot, c'est de faire du tennis et de parler devant la caméra. Et puis, je ne peux pas tout faire. Ça me prend déjà énormément de temps, en plus de mes matchs. Donc, je ne peux pas tout faire. Donc, j'ai délégué pas mal et ça coûte de l'argent. Mais heureusement, effectivement, les sponsors me donnent de l'argent pour financer tout ça. D'accord, ok. Comment on va chercher un sponsor? Comment tu parlais de Cellio? On peut en parler, d'accord. Est-ce que c'est toi qui allais les contacter? Est-ce que c'est eux, ils t'ont dit tiens, on a vu une vidéo YouTube, c'est super Alors bonne question. En fait, à la base, donc j'étais avec Arthur, mon frère, qui lui c'était son rôle en fait de démarcher des sponsors. C'était son rôle, de trouver de l'argent. Voilà, donc c'est lui qui a commencé à démarcher Cellio. En fait, on a vu que Cellio avait pris Benoît Paire comme joueur, et on s'est dit c'est intéressant. Ils commencent à se mettre dans le sport et dans le tennis. Donc on s'est dit on va les contacter, savoir si je leur intéresserais D'accord. Et donc ils ont répondu positivement. C'est ça. D'accord. Ok. Et donc tu disais par rapport à ta chaîne YouTube, etc. Il y a la visibilité que tu peux leur apporter. Exactement. Ce qu'on fait à peu près entre en moyenne 700 000 vues par mois. On a eu un pic à 1 300 000 il y a un mois, il y a 3-4 mois là. Voilà, donc on génère quand même pas mal de vues et donc pour une marque, c'est pas négligeable. C'est exceptionnel. Ok, d'accord.
Tu disais que tu avais fait un petit peu d'immobilier en off. Si tu peux nous en parler, pourquoi tu as choisi l'immobilier, comment ça t'est venu et justement, qu'est-ce que tu as fait en immobilier, qu'est-ce que tu as acheté, comment tu t'en es sorti, etc. Quand j'ai arrêté en 2015, le circuit ATP, donc j'étais un peu au fond du trou et j'ai commencé du coup les plus gros tournois de France et en gagner pas mal et du coup à bien gagner ma vie. Donc je passais vraiment d'un état où je gagnais rien, et limite je perdais de l'argent tous les ans, à je gagnais ma vie et pas mal. Et l'immobilier, bonne question. J'ai vu bien sûr des vidéos sur YouTube. Il y avait un type qui te ressemblait un peu, qui faisait des vidéos. T'as déjà à l'époque en 2015 Non, pas en 2015, non, pas encore. Alors, je me rappelle, moi c'était Olivier Seban que je regardais, puis il y avait d'autres mecs. Et puis j'avais acheté 2-3 livres. Et puis je sais pas pourquoi, ça m'a plu. Je me suis dit je vais essayer d'acheter un appartement, puis le louer. Et puis ça a fonctionné. Alors que j'étais auto-entrepreneur. Donc pas top pour les banques, pas de CDI. Mais le banquier c'était l'ami d'un ami. C'est passé. À l'époque il y avait des trucs à 110%. J'ai payé ni notaire, ni frais d'agence, ni travaux, totalité. Donc ça c'était le premier. Puis après, un an après, un deuxième. À Paris après. J'ai réussi. Et puis après, j'ai monté une essai avec mon frère. On a acheté 3 à Caen. Donc aujourd'hui, tu as combien d'appartements? 6. Si bien, que tu loues, qui s'autofinance. Voilà. Et non, je voulais me constituer un patrimoine parce que c'est sûr que genre tennis, on peut bien gagner sa vie, mais après, on est sûr de rien en fait. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on est entraîneur de tennis? Entraîneur de tennis, ça gagne combien? Si je me blesse, comment ça se passe? Donc voilà, donc je voulais constituer un truc, une sécurité quoi. Donc comme quoi, simplement pour les gens qui nous regardent, on peut faire 6 heures de tennis par jour, en même temps voyager toute l'année, ce qui prend énormément de temps. Aussi, tu as une vie personnelle comme tout le monde et réussir mine de rien à se former et investir dans l'immobilier. Exactement. Bon, c'est bien. Et maintenant, je dirais sur tes objectifs là, pour 2024 et pour les années à venir. Donc là, tu es en période de foncière, c'est bon? Alors, période foncière, non, ça c'est en novembre-décembre. En fait, là, je suis blessé depuis 4 semaines. Je me suis fait une entorse à la cheville. Mais là, je reprends samedi en match officiel, donc c'est la reprise. Là, j'ai un gros objectif, c'est de faire l'Open d'Australie à Melbourne en janvier. Il faut être 230 mondial. Et moi, aujourd'hui, je suis 250. Donc, il me reste 20 places. Donc là, il me reste 4 tournois. Il me reste 4 tournois. En fait, en tennis, c'est… par exemple, demain, si je fais un tournoi, si je bats Caroline Artaud ou Federer, je prends le même nombre de points. C'est pareil. En fait, si tu veux m'inscrire, ce sera plus facile. Je veux bien que t'inscrives. C'est pas mal. En fait, non, c'est le nombre de tours que tu passes qui est important. Il faut un tournoi, c'est 5 matchs à gagner. Donc voilà, donc du coup, il me reste 4 tournois. Voilà, il faut que je prenne 30 points ATP. Si j'en gagne un, c'est 25 points. Donc 25 points, c'est 25 places. Non, ça dépend. Si tu es 1500e mondial, si tu prends 25 points, tu dois gagner peut-être 300 places. Si tu es 150 mondial, tu prends 25 points, tu vas peut-être gagner 3 places. Je comprends. En fait, plus tu avances dans le classement ATP, plus c'est difficile. Et plus il faut prendre énormément de points pour gagner peu de places. Et donc là, si tu arrives à faire Melbourne, donc déjà tu te classerais de 230 minimum. Voilà, c'est ça. Donc tu serais quasiment comme avant à 228. Voilà, c'est ça. Mais surtout, c'est un rêve quoi. Melbourne, tu n'as jamais fait? Melbourne, j'y suis allé en 2015 pour rien. Je suis pas rentré à 2 places près. 2 places près, c'est rien. Et quand tu dis que tu y vas, tu regardes, tu attends toute la semaine? Alors en fait, j'y vais, je fais un tournoi de préparation avant à Adélaïde. Après, je fais un autre tournoi en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Et après, je suis à Melbourne. Et voilà, en fait, je n'ai pas été pris. Mais Melbourne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand chelem. Donc, il y a 4 grands chelems. Il y a les 4 plus gros tournois du monde, c'est Roland Garros, Wimbledon, l'US Open à New York et Melbourne à l'Open d'Australie. Et donc toi, ton rêve, c'est de réussir à faire les 4. Voilà. C'est ça. Et tu comptes jouer… Est-ce que tu as un âge limite où tu vas te dire, je sais pas, 36, 37 ans, je me reconvertis Bonne question. C'est vrai que maintenant, on joue de plus en plus tard en tennis. Là, j'ai 32. Je pense que je peux encore jouer comme je joue actuellement, encore
Au moins 4 ans. Quoi. Au moins 4 ans. Au moins 4 ans. D'accord, ok. Bon, voilà, après, faut voir si j'ai toujours envie, si je me blesse pas trop, etc. Mais tant que le corps va bien et la tête, franchement, tu peux continuer. ouais. Ok, d'accord. Est-ce que la partie, c'est un peu une question personnelle, mais est-ce que la partie cardio, par exemple, en tennis, est très 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 importante? J'imagine qu'il faut forcément du cardio, mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez vraiment du mal, vous souffrez de cardio, ou dans tous les cas, n'importe quel bon joueur de tennis, il n'a pas de problème par rapport à ça? Si, il faut le bosser. Okay. En fait, au tennis, il faut vraiment être complet. D'accord. Il faut être explosif, il faut être endurant. Ok. En fait, en tennis, c'est de l'endurance-vitesse qu'on fait. On fait des sprints à répétition. D'accord, ok. Tout le temps. Et tu t'arrêtes, tu repars. Voilà, c'est ça. C'est les appuis. C'est ça. Et sur 6-7 mètres max. Ok. Et ça tout le temps en fait. Et des fois sur 2-3 heures de temps. D'accord. En fait, il faut être très rapide et dans la longueur du match quoi. D'accord. Pendant 2-3 heures quoi. D'accord, ok. Ouais, donc après un match, t'es KO quand même. Ouais. Tu as des matchs. Des fois, il y a des matchs faciles qui durent 1 heure. Tu n'as pas eu besoin, t'es pas essoufflé, tu n'as pas eu besoin de puiser quoi. D'accord, ok. Mais il y a aussi de la coordination. Tu vois, gérer la raquette, la balle qui arrive, la trajectoire de la balle, les effets qu'il y a, le placement. Ouais, tu as tout qui va rentrer en compte. Ouais, pas mal. D'accord, ok. Il faut être puissant, bien sûr, pour taper fort dans la balle, les jambes, le haut du corps, gainer, évidemment. Enfin, Vous avez un côté un petit peu plus développé que l'autre dans les tennisman? D'accord. C'est un peu un sport asymétrique. D'accord. Donc nous, en renforcement, on essaie justement de développer le côté gauche pour moi, qui suis droitier. D'accord, ok. Voilà. Ok. Si tu devais donner un conseil à un petit jeune qui voudrait se lancer dans le tennis, qu'est-ce que tu lui dirais? Pas mal de trucs. Le travail, évidemment, c'est la base. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont talentueux, qui sont faciles. D'accord. Et ceux-là, en général, travaillent moins que les autres. Ok. Donc le travail, que tu sois talentueux, facile ou pas d'ailleurs. Donc le travail, la discipline, plus que la motivation. En fait, la motivation, elle fluctue avec le temps. Tu peux être très motivé, l'autre jour, un autre jour, être moins motivé parce que tu as perdu un match, parce que tu n'as pas envie de te lever pour faire un footing. Mais en fait, ce qui va compter, c'est la discipline. Tous les jours, quoi, en fait. Tiens, juste en parlant de discipline, parce que tu me disais, donc tu as un coach de tennis, mais dans le fond, tu n'es pas vraiment encadré. Donc, tu es le seul à t'encadrer. Aujourd'hui, comment tu gères cette partie-là, cette partie discipline? Parce que j'imagine que tous les jours, tout le temps, etc., tu t'imposes quand même une certaine discipline. Comment tu gères cette partie-là? Moi, j'ai 32 ans, je joue contre des mecs de 20 ans, donc en fait, j'ai pas le choix. Si je n'ai pas une discipline forte, je vais pas gagner quoi. D'accord. Donc en fait, j'ai pas le choix. C'est obligé. C'est tennis physique presque tous les jours quoi. Ok. Voilà. Est-ce que ces petits jeunes de 20 ans, ils ont la même discipline ou ils sont encore au talent? Ça dépend des joueurs. D'accord. Ça dépend. Hein. Ça dépend des joueurs. Tu as plus de discipline maintenant qu'à 20 ans, tu penses? Non, je pense pas. Tu penses pas? Non. D'accord. Ok. T'as pas similaire. Le fait que tu sois plus mature? Non, quand même parce que du coup j'étais encadré quand j'avais 20 ans. J'avais mon coach tennis qui lui était là tout le temps. J'avais mon père en salle de sport. D'accord. Donc j'avais quand même un cadre quand même assez professionnel quoi. D'accord. Donc discipliné. Ok. Ouais, il y avait peut-être un peu plus de sorties à l'époque, À l'époque, moins maintenant. Est-ce que tu as quelque chose de particulier ou je dirais que simplement tu connais ton corps, tu te couches quand tu es fatigué, tu te lèves? Alors en fait, quand j'ai repris, du coup, il y a énormément de tournois en Europe. Donc déjà, je voyageais que en Europe, pays limitrophes à la France, donc pas beaucoup de décalage. Donc ça va à ce niveau-là. Et puis effectivement, les routines en tournoi, on a tous des routines. Des routines. Je sais que j'arrive au moins un jour avant le premier match, voire 2 jours avant. Tu vois, non? Peu importe le décalage horaire. Non, bien sûr que non. En fait, si je vais en Australie, non, je vais venir une semaine avant. Ouais, c'est ça. Évidemment. Mais là, si par exemple, là, je joue au Portugal, je vais jouer le mardi ou le mercredi. Ça, on sait que le lundi soir. Donc, je vais arriver le dimanche. D'accord, ok. Voilà, pour avoir le lundi d'entraînement, 2 entraînements. D'accord, ok. Et puis pour potentiellement jouer le mardi. Si je joue pas le mardi, si je joue que le mercredi, mardi, pareil, 2 entraînements. D'accord, ok. Et puis après, pareil, en tournoi, c'est des routines, des habitudes. Par exemple, je joue à midi. Je me lève au moins 3 heures avant. D'accord. Échauffement avant, mobilité, activation musculaire. D'accord. Une demi-heure. Ok. Après, je m'échauffe tennistiquement une demi-heure. D'accord. Et après, j'ai le match. Ok.
Et après le match, bon, bah, s'il y a un bain froid, un truc, je fais un peu de vélo, 10 minutes, voilà. D'accord. Je crois que tu avais quelque chose aussi dans une vidéo, tu disais que tu mangeais, je crois, 3 ou 4 heures avant pour après dans une digestion, pour pas que ça te plombe pendant ton match, c'est ça? C'est ça, des féculents, genre des pâtes. Ouais, moi j'aime bien 3 heures avant le match. Voire 4 heures si j'ai pas trop le choix, quitte à manger une banane avant le match. D'accord, ok. Et le matin, je sais pas, tu prends des douches glacées comme ça ou non. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est bien, mais non. Non, c'est chaud. D'accord, ok. Mais par contre, après le match, bain froid. Ouais. Ok, d'accord. Si tu en as un disponible. Sinon, je vais au supermarché chercher des glaçons. Si j'ai un bain, je fais bain froid. Enfin, ok. Voilà. D'accord, ok. Mais tu le fais quand même. Ouais, pas tout le temps, mais quand je peux, je le fais. Quand je sens que ça a tiré et que le lendemain, je vais avoir des petites lésions, je sais le faire. Ok. Ouais, donc on va dire que tu as plutôt une routine tennis, mais tu n'as pas un truc le matin où tu vas prendre une douche gelée, tu vas courir. Non. Ou tu vas méditer, un truc bizarre comme ça. Non. D'accord. Je médite pas, D'accord. C'est un peu la mode en ce moment. Ok. D'accord, ok. Et après le tennis, qu'est-ce que tu veux faire? Et ta chaîne YouTube aussi sur qu'est-ce que tu aimerais amener peut-être de différent de ta marque dans le tennis ou... Qu'est-ce que je compte faire? On m'a déjà posé la question. Est-ce que tu veux être coach de tennis? Pour l'instant, pas trop. D'accord. Ça me dit pas trop. Je l'ai fait en club. D'accord. J'ai pas senti la fibre, tu vois, la fibre de l'entraîneur. D'accord. Alors coacher un pro, peut-être, mais pour l'instant, ça me dit pas trop. D'accord. Je pense que la chaîne va m'ouvrir des portes. D'accord. Il me reste encore 4-5 ans, donc ça va m'ouvrir des portes concrètement. J'aimerais bien continuer la chaîne évidemment, donc donner des exercices à faire pour progresser, des tutos. J'aimerais bien aussi aller pourquoi pas dans les plus gros tournois du monde et faire des vlogs. En tant que non-joueur du coup, vu que je dois arrêter. Mais voilà, par exemple aller, je sais pas, Monte Carlo c'est à côté, mais je sais pas, à l'US Open, à Chicago, je sais pas où, à Indian Wells, et y aller pour une semaine et faire des vlogs, créer du contenu en fait sympa pour que les gens puissent voir aussi les plus gros tournois du monde si moi j'ai pas réussi à le faire. D'accord, ok. Donc ça, pourquoi pas. Peut-être consultant aussi, commenter les matchs. Ok. Ça peut être sympa, je pense. Un bon exercice, ça peut être pas mal. Et puis d'autres idées qui vont me venir. D'accord, ok. T'as pas quelque chose de fixe? Non, pas encore. D'accord, ok. Tu viendras comment? Ok, d'accord. Et l'immobilier, tu vas continuer pour l'instant? Non, pour l'instant, Pour l'instant, tu mets en off, Pour l'instant, je mets en off. Là, ça se loue. J'attends. D'accord. Voilà. Ok. En termes d'heures de travail, combien tu passes dessus actuellement? Immobilier? Ouais. Ah bah 0. Ok. 0. Parce qu'en fait, toi, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai délégué aussi. Cette partie-là, Ouais. C'est mon notaire qui a sa gestion locative qui gère en fait. Donc je suis même pas l'intermédiaire avec le locataire en fait. D'accord, ok. Donc 0. Ok, parfait. Ouais, justement, c'est ce que j'essaie un petit peu d'expliquer aux gens, c'est que c'est sûr. Pour mettre ces process-là, ça t'a pris du temps forcément, trouver le bien, faire le crédit, etc., mettre le locataire. Tu as fait un peu de rénovation ou... À chaque fois. À chaque fois? Ouais. Tu as fait toi un petit peu? J'ai lu les bons livres, j'ai l'impression, non? J'ai fait rénovation, j'ai acheté des biens pas top que j'ai rénovés pour déduire des loyers locatifs. D'accord, ok. Et puis pour donner de la valeur aux biens. D'accord, ok. Et donc aujourd'hui, tu t'es loué, tu n'as pas d'emmerde? Pas d'emmerde, je touche du bois, j'ai pas eu de problème de locataire. D'accord, ok. Juste là, le petit problème que j'ai eu à Paris, l'encadrement des loyers, les normes DPE qui commencent à changer. En 2024, en 2025, on ne pourra plus louer quand on est à Angers et je suis à Angers. D'accord. Donc là, par contre, effectivement, je suis en train de gérer ça. D'accord, ok. C'est intéressant parce que comme quoi, il y a beaucoup de personnes que j'ai qui se plaignent, je dirais, de manquer de temps. Et mine de rien, quand on voit une personne comme toi qui voyage toute l'année, qui un entraînement qui est quand même qui prend quand même beaucoup de temps, comme quoi on arrive aussi à faire plusieurs choses en même temps et que l'un n'empêche pas l'autre du tout. À partir du moment où on met les bons systèmes en place et qu'on est formé correctement, mine de rien, on arrive à faire des choses intéressantes. Ouais, complètement. Je pense qu'il faut faire l'effort finalement au niveau des visites, trouver le bien qu'il te faut, qui correspond à ce que tu as, à tes objectifs, quoi. Et après, tu délègues. Moi, j'avais délégué les travaux. Moi, je ne suis pas manuel, donc je ne sais rien faire, donc j'avais délégué les travaux. Après, moi, j'ai mis dans la gestion locative. Donc, ils ont trouvé un locataire. Et puis après, ça se fait tout seul. Après, tu ne fais plus rien, quoi. D'accord. Au niveau, dernière question de ta vie perso, est-ce que tu arrives à gérer, je sais pas, ta vie perso? Est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu arrives à gérer tout ça avec tes voyages?
Alors moi, je suis venu à Paris pour une fille. D'accord, ok. Bon, on s'est quitté au bout de 2 ans et demi. Ok. Après, je suis resté à Paris, je suis monté à Cannes. Là, j'ai repris le circuit depuis 2 ans, donc c'est très compliqué parce que je voyage énormément. Ok. Donc très compliqué d'avoir une copine, d'avoir une relation stable. Pas évident. Ok. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas une priorité. C'est pas quelque chose qui te pèse Mais non, même si j'aimerais trouver the one, comme on dit. Bon, voilà. D'accord, pour l'instant ça va. Ouais, ça va. Ok, d'accord. Est-ce que tu as une anecdote particulière à nous dire? Bah ouais, j'en ai pas mal, de voyages, etc., de galères, mais le truc que je retiens quand même, c'est d'avoir rencontré Federer, quoi. D'accord, ok. Quand même, pour moi, le GOAT, quoi. Ok, d'accord. Et ouais, en fait, donc j'ai fait sparring partner avec lui. Ok. La première fois, c'était à Londres. En fait, d'ailleurs, c'est dans une semaine, là. Dans une semaine, ce sera à Turin, je crois. C'est les 8 meilleurs joueurs de l'année qui se rencontrent. Ok. Voilà. Et moi, à l'époque, c'était à Londres et il y avait bien sûr Federer dans le lot. Et moi, j'étais sparring partner avec mon sponsor raquette Technifibre. Ok. Ils m'ont emmené là-bas pour être sparring de tous les joueurs, quoi. Et du coup, j'ai joué avec Federer. D'accord. À l'époque, j'étais venu avec mon frère. Mon frère, lui, est fan absolu. Il s'est tatoué RF ici. Donc, la marque de Roger, RF. Et du coup, mon frère a vu l'entraînement. J'ai joué avec Roger, donc trop bien. Et puis derrière, mon frère, du coup, a montré le tatouage à Roger, quoi. Ouais. Donc ça, c'était marrant. Et puis le coach de Roger, lui, a dit à mon frère que lui aussi, il avait failli se faire tatouer le RF, quoi. D'accord, ok. Voilà, donc ça, c'était sympa. Et puis, j'ai rejoué avec Roger à Roland Garros. Ok. Il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans, je pense. 3-4 fois. Ok. Pendant le même Roland Garros. Et je me rappelle, en fait, il a eu un peu de retard. Il a eu une demi-heure de retard. Ok. Et en fait, c'était sur un cours annexe, donc un petit cours. Mais il y avait plein de monde sur le cours. Et on se disait, mon frère, mais est-ce que tu penses que les gens savent qu'il y a Roger après, quoi. Ouais. Et donc, on demande à 2-3 personnes et les mecs ne savaient pas. Ok. Et on se dit, putain, ils vont être contents, ils vont être surpris, quoi. Et Roger est en retard et tout. Et moi, je commence un peu à stresser, tu vois. Jouer avec Roger, déjà, faut quand même être bon, quoi, tu vois. Tu m'étonnes. Il est en retard. Et là, je vois une foule qui commence à 20 mètres, quoi. Il est avec 4 gardes du corps. Il arrive sur le court et on commence un peu à jouer. Et tu sais, dès que Roger il fait un point, donc là c'était vraiment, on était partenaires. Okay. Par exemple, toi, il était à la volée, il faisait une volée gagnante pour finir le point. Ouais. Et tout le monde était waouh, tout incroyable, tout le monde applaudissait et tout. Et moi après, je vais à la volée. Et ma dernière volée, je tente une volée un peu sympa, un peu point gagnant et tout. Et il y a aussi du monde qui applaudit. Et en fait, il y a mon frère qui commence à envoyer un Julot. Ouais. Julot. En fait, tout le public crie Julot alors que je jouais avec Federer, tu vois. Et moi, j'étais personne, tu vois. Ça, c'était drôle. Et le lendemain, en fait, j'avais tellement stressé durant l'entraînement. On n'avait pas couru du tout, hein. C'est juste vraiment un partenaire, quoi. J'avais des courbatures le lendemain de folie, quoi. Okay. Alors qu'on n'avait même pas bougé, quoi. Et lui, vraiment, quand tu joues avec lui, tu penses qu'il joue vraiment mieux, c'est un niveau au-dessus, ouais. Ah ouais, non, c'est un monde au-dessus. Okay, si je dis que je joue pareil, je vais me faire les haters s'ils vont me démonter, quoi. Non, c'est un monde au-dessus. Après, sur l'entraînement, non, il était à 40%. Tu arrives à faire des échanges avec lui sans aucun souci. Ah oui, bien sûr. D'accord. Je l'avais vu, rien à voir l'année dernière à Dubaï, je vais au restaurant, puis un mec juste à côté. Il est grand quand même, assez grand. Federer, ouais. Je pense comme moi, je pense. 85. T'es grand aussi. Ouais. Et donc il était avec sa famille juste à côté, et puis du coup c'était lui. Ouais. Bon, il avait l'air très sympa, très calme, très discret. Ok, moi je passais sur une petite anecdote aussi qui n'a rien à voir. Cet été, donc je fais un cours de tennis à Oron. Et puis j'ai le mec qui vient me voir, il fait putain mais tu ressembles vraiment à Jules, etc. C'est bluffant. Et du coup, c'est pour ça. Après, du coup, je t'avais acheté sur Instagram. C'est vrai qu'on me l'a déjà dit aussi, 2-3 fois. D'accord, on était un peu sosie, quoi. Je sais pas ce qu'on pensait. Ils nous diront directement. En tout cas, écoute, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci à toi. C'était très cool. J'espère que ça vous a plu. Comme je disais, voilà, j'essaierai de faire des vidéos un petit peu différentes où on va faire venir différentes personnes. Je trouve avec des parcours un petit peu atypiques, des parcours surtout inspirants. Le but, c'est de vous montrer que dans n'importe quel domaine, je pense qu'à partir du moment où on travaille, on est régulier, on arrive à des résultats qui sont exceptionnels. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est mine de rien, d'avoir une espèce de… Peu importe l'argent, je pense que tu t'es créé un peu une vie de rêve, même si des fois c'est compliqué, il y a du travail, mais tu as voyagé quand même toute l'année. Je ne sais pas si toi, ça te fait ça. Je pense que oui aussi, mais des fois…
tu as toujours ton toi enfant qui se dit mais waouh, où est-ce que je suis avec telle personne, enfin c'est un peu exceptionnel, tu vois. Des fois je prends du recul. Exactement. Et je me dis, je ne sais pas où je serai dans 20 ans ou dans 10 ans où je travaillerai, mais je sais que là quand même ce que je vis c'est un quand même grand sympa. kiff. Quoi. Ouais, exactement. Bah écoute, en tout cas, je te remercie encore une fois. Merci à toi. Et puis, n'hésitez pas, je vous mettrai sa chaîne YouTube en bas et ainsi que son Instagram. Si vous avez des questions, posez-lui des commentaires. Si vous êtes hater, cassez-vous. et puis, je vous dis surtout à la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Salut.